En 1877, Jules Verne s'installe à Nantes pour une durée de 1 an. Il vient en effet de s'offrir son magnifique et dernier navire, le Saint-Michel III, dont le port d'attache est sa ville natale. Il peut faire cette folie grâce en partie aux recettes qu'il a touchées de l'adaptation au théâtre de Michel Strogoff. À 50 ans, Jules Verne exauce enfin ses rêves d'enfant de voyages maritimes lointains. Il a besoin, comme il le dit à son éditeur, de cette surexcitation. Que de voyages et de sources d'inspiration en perspective. Il écrit un nouveau roman, Un capitaine de 15 ans, dans lequel il va exprimer avec force son amour pour la mer. Mais ce roman a également pour source une période familiale particulièrement difficile pour lui. Dick Sand, en fait, c'est l'enfant trouvé au nom de Sable. Donc, effectivement, c'est un petit garçon ordinaire. D'ailleurs, Jules Verne s'est beaucoup battu pour que Dick Sand reste ce petit garçon sans qualité particulière, alors que Hetzel aurait voulu un héros sans doute plus relevé, plus exceptionnel. Et donc, Dick Sand, c'est un garçon qui est obligé de se construire entièrement. Il n'avait rien pour lui dans la vie. Et en plus, il va se trouver confronté à des circonstances extrêmement exceptionnelles, puisque à 15 ans, il va se retrouver le capitaine d'un bateau à la dérive. Alors, bien entendu, Jules Verne, il fait de Dick Sand le fils idéal qu'il n'a pas eu. Et nous ne devons pas négliger cette dimension autobiographique. Donc Dick Sand, c'est véritablement l'adolescent en devenir d'homme. C'est un garçon qui, confronté à toute une série d'épreuves, qui ne sont rien d'autre que des épreuves initiatiques, va se construire. On peut présenter Un capitaine de 15 ans comme un roman d'éducation, en ouvrant les guillemets bien pensant, parfaitement formaté pour ce qu'Hetzel voulait faire. Mais quand les jeunes gens lisent Le capitaine de 15 ans, c'est pas ça qu'ils voient. Ils voient ce jeune homme qui se recherche lui-même pour répondre aux sollicitations de la vie et pour les dépasser. Dick Sand avait fait en toute sincérité son examen de conscience. S'il était capable de modifier ou d'établir la voilure du brick goélette suivant les circonstances, en employant les bras de Tom et de ses compagnons, il ne possédait évidemment pas encore toutes les connaissances nécessaires pour déterminer son point par le calcul. Avec 4 ou 5 années de plus, Dick Sand eût connu à fond ce beau et difficile métier de marin. Il aurait su se servir du sextant, cet instrument que maniait chaque jour la main du capitaine Hull, qui lui donnait la hauteur des astres. Il aurait lu sur le chronomètre l'heure du méridien de Greenwich, et en aurait déduit la longitude par l'angle horaire. Le soleil se serait fait son conseiller de chaque jour. La lune, les planètes lui auraient dit « Là, sur ce point de l'océan est ton navire. » Ce firmament sur lequel les étoiles se meuvent comme les aiguilles d'une horloge parfaite que nulle secousse ne peut déranger et dont l'exactitude est absolue, ce firmament lui eût appris les heures et les distances. Par les observations astronomiques, il aurait reconnu, comme le reconnaissait chaque jour son capitaine, l'endroit qu'occupait le Pilgrim, à 1 mille près, et la route suivie, aussi bien que la route à suivre. Quand Jules Verne commence à écrire Un capitaine de 15 ans, en fait, en raison des circonstances familiales, il va décider de s'installer à Nantes parce qu'il pense que le milieu d'une famille nombreuse et unie sera un milieu favorable à Michel. Donc il loue un appartement et il va résider à Nantes pendant 1 année, qui correspond en fait à toute la durée de rédaction du roman. Alors c'est extrêmement important pour le sujet du capitaine de 15 ans, parce que Jules Verne va se retrouver plongé dans ce qui a été l'atmosphère de son enfance, dans cette grande ville de commerce, avec ce mouvement maritime qui entourait et qui donnait vie à toute la ville autour de lui. Lorsqu'il sort de son appartement qui était rue Suffren, en quelques pas, il est sur les quais. Il va donc retrouver les impressions de son enfance, cet appel de la mer, du grand large et de la navigation. Et il va d'autant plus intensément et intimement le vivre qu'il va se porter acquéreur de son dernier bateau,
Comme tous les autres, le bateau s'appellera le Saint-Michel, donc le Saint-Michel III, qui est un très très beau yacht dont Jules Verne est tombé pratiquement instantanément amoureux. Et pendant que Jules Verne rédige Le Capitaine de 15 ans, ces longues descriptions maritimes, dont Hetzel pensait parfois qu'elles étaient interminables, en fait il les vit, parce qu'il va commencer à naviguer sur le Saint-Michel. Donc c'est le rapport difficile avec son fils, la recherche d'un enfant idéal que la vie ne lui a pas donné, et puis ce grand amour de la mer, qui sont les principaux ingrédients et les composantes les plus intimes du roman, auquel il ajoutera une dimension historique, puisque c'est son grand roman sur la traite négrière et l'esclavage. En 1886, plusieurs événements vont créer une véritable rupture dans la vie de Jules Verne. Au début de l'année, des problèmes financiers vont l'obliger à se séparer de son magnifique Saint-Michel III. Alors, 1886, c'est vrai que c'est une année très sombre pour Jules Verne. Le 7 mars, son neveu Gaston, pris d'un coup de folie, lui tire 2 balles, qui tire 2 balles dans la jambe. Ça va le rendre handicapé pour le restant de ses jours. La semaine suivante, presque 8 jours après, c'est la disparition de l'éditeur, du confident, de l'ami, Pierre-Jules Hetzel. Donc une année très sombre, qui d'ailleurs l'incite plus à la mélancolie, à la dépression à son côté positif. Jules Verne rentre dans la dernière période de sa vie désormais sédentaire. Enfermé dans son cabinet d'écriture de sa maison à Amiens, il va écrire une 40aine de romans et nouvelles. Le mythe de l'auteur des voyages extraordinaires, écrivant ses romans sans jamais quitter son cabinet d'écriture, va désormais s'installer. 1888, 2 ans après, il se présente aux élections municipales. Il est membre assidu de la commission de surveillance du théâtre municipal. Il milite pour la construction du cirque d'hiver qui est toujours debout, qui s'appelle maintenant d'ailleurs le cirque Jules Verne. Et donc il prononcera le discours d'inauguration. Donc une vie très calme, très provinciale, très inscrite dans la société locale de l'époque. Il devient président de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Amiens. Il est aussi à d'autres sociétés savantes locales. Donc voilà, c'est le notable établi. Mais lorsque des journalistes américains viendront au soir de sa vie l'interviewer, ils seront surpris de découvrir le décor monacal de son cabinet, à l'exception d'un tableau accroché sur un mur représentant le Saint-Michel III. Jules Verne, désormais sédentaire, ne peut s'empêcher, en contemplant des navires, de ressentir que tout son être s'embarque à bord. Il va écrire quelques-uns de ses plus beaux romans maritimes, tels Le Sphinx des glaces. Dans ce roman mystérieux, Jules Verne nous entraîne dans une étonnante aventure dans les régions glaciales du pôle Sud. C'est le roman qu'il a probablement rêvé de faire durant 40 ans, car Le Sphinx des glaces est en réalité la suite des aventures d'Arthur Gordon Pym, le roman d'Edgar Poe, le roman peut-être préféré de Jules Verne. Ce jour-là, entre 10 et 11 heures du matin, je me promenais de l'avant à l'arrière du côté du vent. Nous glissions légèrement à la surface d'une mer ondulée un peu clapoteuse. Il semblait que l'Albrane fût un énorme oiseau, un de ces gigantesques albatros signalés par Arthur Pym, qui déployait sa large envergure et emportait tout un équipage à travers l'espace. Oui, pour un esprit imaginatif, ce n'était plus de la navigation, c'était du vol. Et le battement des voiles, c'était le battement des ailes. Dans Le Sphinx des glaces, un scientifique américain se laisse entraîner dans une aventure dont l'objectif est de retrouver les héros du roman d'Edgar Poe. Mais lire Le Sphinx des glaces, c'est également pénétrer avec bonheur au plus profond de l'œuvre de Jules Verne, où sont cités quelques-uns de ses précédents romans, tels 20 000 lieues sous les mers, avec le capitaine Nemo. Mais également, au moment où ces personnages, sur leur navire, partent pour l'Antarctique, il est crié « Forward !» en avant. Le forward,
était le nom du navire du capitaine Hatteras, premier personnage vernien à être allé au pôle. Plus malicieusement, au moment où les héros de Jules Verne rencontrent ceux d'Edgar Poe, il est prononcé une date, 8 février 1828, c'est la propre date de naissance de Jules Verne. Voici donc lancé dans les aléas d'une aventure qui, selon toute probabilité, dépasserait en imprévu mes voyages antérieurs. Qui aurait cru cela de moi? Mais j'étais saisi dans un engrenage qui me tirait vers l'inconnu. Cet inconnu des contrées polaires, cet inconnu dont tant d'intrépides pionniers avaient en vain tenté de pénétrer les secrets. Et cette fois, qui sait si le sphinx des régions antarctiques ne parlerait pas pour la première fois à des oreilles humaines. À la fin de cette traversée dans l'univers des voyages extraordinaires, que reste-t-il de l'image désuète et légendaire d'un Jules Verne, auteur de science-fiction pour la jeunesse? Lire les romans de Jules Verne, c'est avant tout découvrir des ouvrages de voyage dont l'instrument principal est le navire. Il témoigne de la passion de Jules Verne pour la mer, où la fiction et la réalité sont entremêlées plus souvent qu'on ne le pense. Jules Verne a été un marin, un voyageur, et ses romans sont un véritable hymne à l'amour de la mer.